sais pas pourquoi, mais dernièrement, on est pas mal plus conscient de ce qu'on mange puis de où ça vient. Une façon fantastique d'encourager l'économie locale, ben, c'est d'acheter direct du fermier. Ah, je viens de voir des oignons, là. Oh my god, ils ont l'air bons. Fait que, ouais, en fin de semaine, je me suis payé à la traite dans les fermes locales. Hey, Jerry Lauzon et bienvenue à Nomadisme expérimental. Je voulais donner un gros bonjour aux nouveaux abonnés. Ben oui, à ce temps-ci de l'année dernière, je pense que j'avais 4000 abonnés, puis là, j'étais à genre 100 abonnés de 7000. J'en reviens toujours pas. Fait que merci d'être là. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, allez explorer. Dans ma chaîne, vous allez avoir l'onglet Accueil et celui qui dit Vidéo. Si tu cliques sur Vidéo, tu vas toutes les avoir. Si tu vas dans Accueil, tu vas juste en avoir quelques-uns. Si ça te tente d'aller voir la saison dernière plus celle-ci, ben tout est là. Pour ceux qui ne me connaissent pas vraiment bien, mais j'étais un gars qui vit à temps plein dans sa Dodge Grand Caravan, et ça depuis 2019. Et oui, je passe mes hivers au Québec. Et je partage avec vous mes expériences, comment que je vis ça. Je vous donne comme que c'est. Je ne rends pas ça plus beau que ça peut l'être. Je vous dis exactement qu'est-ce qu'il y en est. J'aime vulgariser pour rendre ça simple, que tout le monde puisse comprendre. Puis, ben, les questions, les commentaires sont là pour ça. Je les lis toutes. Et même parfois, je prends la peine de répondre. Alors, puis j'ai like, ça c'est certain. À moins que quelque chose qui n'a pas d'allure qui se dit, mais ça c'est rare que ça arrive. Enfin, de quoi qu'on parle aujourd'hui? Ben, on va revenir sur la dernière vidéo de la semaine passée suite à l'article dans le Journal de Québec. Parce qu'il y a eu un suivi à tout ça et il y a eu du brouhaha. Mais la vidéo ne sera pas juste là-dessus. C'est une affaire qui est passée. Je vais y aller avec l'histoire de la communauté Van Life. Pour mettre les choses en perspective, comprendre un peu mieux, c'est quoi ça? La semaine dernière, comme plusieurs d'entre vous le savent, et si vous êtes ici, c'est probablement à cause de ça, il y a un article qui est sorti dans le Journal de Québec qui disait que les campings se plaignaient que la van life était une compétition déloyale à cause des endroits gratuits où on dormait, les arrêts dodo. En réalité, c'est un camping qui s'est plaint, celui de Rivière-du. Ça a parti une affaire qu'on ne veut pas savoir. L'association Van Life Québec s'en est mêlée parce qu'elle est là pour représenter les intérêts des Van Lifers. Là, on va dire Van Lifer, ça englobe pas mal toutes les nomades. Donc, l'association a parlé son bout. On a eu des entrevues à la radio, à Radio-Canada. Il y a un article qui vient de sortir aujourd'hui, qui est comme le yin au yang du reportage de la semaine dernière par le même reporter. Parce que les campings, ben on le dit tout le temps, ça fait partie de la boîte à outils, tellement que, moi je veux dire, depuis les 5 dernières années, là, ça ne se voyait même pas. Et que maintenant, il y a des campings qui ouvrent l'hiver parce qu'ils veulent accueillir des vanlifers qui, eux autres, ne veulent pas storer le véhicule tout l'hiver. Ils veulent en profiter. C'était quand même, des fois, c'est un gros investissement. Alors, soudainement, il y a des campings qui se retrouvent avec de la business en hiver. On n'est pas là pour mettre des bâtons dans les roues, des campings. Ça fait partie de la boîte à outils, je le dis tout le temps. Puis, compétition déloyale, ça, c'est comme dire qu'une table de pique-nique dans un parc fait compétition déloyale à un restaurant. Tu sais, en bout de ligne, là, c'est la même affaire. Ben, c'est ça. Un arrêt dodo, puis du faire du camping, c'est deux choses séparées. C'est pas la même affaire pantoute. Ça englobe un paquet de choses. Mais là, dans tout ça, j'ai réalisé quelque chose. Ben, il y a deux affaires qui m'ont fait allumer. Un, la réponse était instantanée. Aussitôt que l'article est sorti, ça a parti un feu de poudre comme ça n'a pas d'allure. Et certains commentaires que j'ai eus dans mes vidéos, dont un en particulier qui dit, j'ai trouvé ça drôle, ah, les van lifers, on le sait, ça ne dépense pas une scène, ça mange du craft dinner dans leur van. Ouais, là, je vois qu'il y a un problème de perception, parce qu'on n'est plus en 1982. Alors, c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo pour vous expliquer que la van life, c'est une communauté. Et il y a un historique en arrière de ça. Fait que je veux mettre l'emphase là-dessus. C'est quoi c'est quoi qui est spécial, la van life? On va commencer du début. OK, la van life, ça n'a pas commencé avec la pandémie. Ça a commencé bien avant ça. On retourne dans les années 60-70 avec les Westphalia.
C'est eux autres qui ont pas mal fait le chemin en premier. Qui ont décidé que, hey, pourquoi j'irais dans un camping quand je peux me parker vrai n'importe où, puis j'ai déjà ma maison avec moi. Parce qu'avant, c'était juste des roulottes. Ouais, des gros VR, mais on parle de petits véhicules qui passent inaperçus, qui prennent un espace de stationnement, comme ici. Ben, Westphalia, ça a commencé là. Suite à ça, on a eu les vannes américaines, où il y avait des clubs de vannes. On a eu au Québec plusieurs, il y en reste encore quelques-uns, qui sortaient les week-ends, voyageaient, mais surtout se rencontraient entre eux autres quelque part dans un endroit pour faire le party pour la fin de semaine. Et après ça, il y a eu la crise de l'essence début des années 80. Puis il y a beaucoup de ces vannes-là qui, parce que ça coûte cher le gaz, ont pris le bord. Parce qu'il faut s'entendre qu'il y a bien de ces gens-là, cette vanne-là, c'est le véhicule de tous les jours en plus. Ça coûtait tellement cher de gaz que c'était plus viable. Alors, ils ont passé à d'autres choses. Et là, pendant des années, il ne s'est pas passé grand-chose. Jusque, je te dirais, au début des années 2000. Soudainement, il y a quelqu'un qui s'est réveillé à un moment donné, il disait, hey, il y a une vanne là, pas chère, une vieille G20, genre 500 pièces. Il faut s'entendre, ces vieux trucks-là, c'était pas tuable. Là. Tu mettais de l'huile, du gaz là-dedans, puis ça y allait. Fait qu'il y en a qui ont commencé à acheter des vieux véhicules comme ça. Et pourquoi pas se stationner à peu près n'importe où. N'importe où on s'entend. En nature, oui, en ville, mais pour surtout faire des arrêts de l'eau. Et là, mi-2000, on dirait dans 2010, là, ça a vraiment pris un petit peu plus d'ampleur. Ça a commencé à apparaître plus dans les réseaux sociaux. Je pense à Julien Gauvin, qui lui-même a commencé avec une vieille G20. Et là, ça a fait un petit peu boule de neige. Puis moi, en 2014, j'ai acheté ma première vraie vanne. Puis c'était ça, c'était une vieille Chevy van que j'ai payé bien trop cher pour dans le temps. On a payé ça 2000 pièces. Puis le gars avant moi, il a payé 1000. Puis tout ce qu'il avait mis dedans, c'était des câbles à batterie. Puis il m'a chargé 1000 de plus. Mais anyways, ça commençait à avoir un genre d'air d'aller. Puis il y a un paquet de monde qui ont fait ça, qui ont acheté des vieilles vannes américaines, même des Westphalia, qui est ce qu'on appelle des survivants, pour les rafistoler, puis les mettre sur la route, puis voyager. Parce que, hey, si je peux me parker comme une place comme ici, puis dormir dedans, pourquoi j'irais dans un camping? Je peux aller plus loin, je peux faire plus de choses avec cet argent-là. Puis là, soudainement, en plus, bien, il est venu des panneaux solaires, des batteries lithium, des petits frigidaires à compresseur 12 volts, les lumières au Dell. Ça a tout changé la game. Là. Parce que soudainement, tu n'as pas besoin de beaucoup d'énergie, puis tu peux l'amener avec toi, parce que c'est portatif et léger. Et là, ça a vraiment pris son envol. Là, on s'amène à 2015, la création du premier groupe Van Life sur Facebook québécois qui s'appelle Québec Vanning, parti par mon chum Dominique, puis c'est moi qui ai hérité du groupe par après. Québec Vanning, c'est le grand-père et la grand-mère de tous les groupes Van Life à peu près sur Facebook, parce qu'il y avait des gens qui avaient des intérêts particuliers qui ne pouvaient pas ou qui ne voulaient pas partager dans Québec Vanning, qui s'ouvraient leur propre groupe. Puis ça, on les encourageait, parce que tu sais, tu veux faire ta propre affaire, c'est bien correct, c'est d'agrandir la communauté. Puis c'est dans Québec Vanning la première fois qu'on a vu, comment je pourrais vous dire ça, une manifestation de cette communauté. Je me souviens d'un incident particulier. Je pense que c'est l'hiver 2016. Une des membres était au Mexique, passait l'hiver là. Nous, on est au Québec, un paquet de monde, puis on est sur le groupe souvent. Tu sais, dans le temps qu'il y avait genre 1000 membres, là, ça, c'était pas mal plus facile à gérer. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui fait signe que hey, elle, on n'a pas de nouvelles, ça fait au-dessus d'une semaine, puis sa mère s'inquiète. Y aurait-tu moyen de, tu sais, lancer des messages, quelque chose pour voir si elle est correcte, si on peut la retrouver? Ben, ça a pris, je pense, ça n'a pas pris 24 heures. Parce que là, on a lancé des appels, des messages à gauche et à droite. Hey, tu l'as-tu vu? Parce qu'on sait que tu es dans le coin, puis il y en a 24 heures à donner signe de vie. Il était juste dans une zone qui n'avait pas de signal. C'était juste ça. Mais on a vu à ce moment-là que, hey, c'est pas juste un groupe Facebook, là. On vient de créer une communauté. Et de fil en aiguille, à travers les années, ça l'a amplifié. Je le vois aujourd'hui. Ce qu'on a vu pendant la semaine qu'on vient de passer, c'est exactement ça. La communauté s'est ralliée autour de la cause et s'est manifestée. Manifester son mécontentement, mais aussi à chaque fois que ça arrive, il y a quelqu'un qui amène des solutions possibles, des idées. Puis on ne gêne pas de partager. Je trouve ça formidable. Mais il y a un petit écart
Parce que, tu sais, je vous parlais de la crise de l'essence, puis là, tout d'un coup, la recrudescence du van life. Bien, il y a la pandémie. Parce qu'il y a pré-pandémie puis après-pandémie. Si tu appelles ça une van, t'es pré-pandémie. Si tu appelles ça une van life, t'es post-pandémie. Là, tu t'es embarqué là-dedans après la pandémie. Bon, enfin, probablement que tu appelles ça une van toi aussi, là, mais souvent, quand quelqu'un va dire ah, je me suis acheté une van life, moi, dans ma tête, je sais que, OK, cette personne-là embarqué dans le mouvement à peu près à cette date-là. Puis c'est bien correct. Puis là, j'en reviens à mon affaire de perception. Oui, dans le temps, quand ça a recommencé, je vous dirais, début des années 2000, il y a des gens qui achetaient des vieilles vannes pas chères. Puis même ma mère qui me disait ah, tu devrais t'acheter une vieille boîte à pain, ça coûte pas cher. Je dis c'est quoi ça, même, une boîte à pain? Ah, tu sais, des vannes Volkswagen dans la forme de boîte à pain. Non, c'est plus rendu pas cher. Puis il y a ça qui rentre en ligne de compte. Parce que c'est devenu tellement populaire, puis surtout rendu la pandémie, que tu as des vidanges qui devraient finir dans une presse, même pas chez Kelly Youpo, mais écrasées pour être recyclées en lame de rasoir, qui se vendaient des prix de fou, genre 10 000 pièces. Puis l'affaire, c'était fini, là. Alors, les prix ont augmenté. Puis, veut pas, quand les prix augmentent, ben, c'est pas tout le monde qui peut se permettre de faire la van life. Il y en a peut-être encore. Si c'est le cas, je vous admire. Je ne veux pas vous descendre, mais pas partout. Mais il y a de moins en moins de monde qui se retrouve avec, justement, juste capable de se trouver des craft dinner dans la van. Il y en a. Mais je veux dire, la plupart des gens, on a regardé les chiffres, je pense que c'est plus que la moitié. Je pense que c'est 65 des chiffres de Statistique Canada qui disent que le revenu d'un propriétaire de campervan, c'est au-dessus de 65 000 par année. Puis il y a une bonne proportion, c'est au-dessus de 100 000 par année. Fait que c'est du monde qui dépense. Quelqu'un qui fait 65 000 par année, je pense pas qu'il va se contenter de manger du craft dinner dans un parking de Walmart. Okay? Moi, le premier, là, je fais pas ça 65 000 par année. Puis quand je suis stationné quelque part, puis que je sais que demain matin, l'autre bord de la rue, il y a un restaurant qui fait des déjeuners, ça me tente-tu, moi, de salir la vanne, puis de la vaisselle, des chaudrons, me faire le déjeuner? Ben non, je suis paresseux, comme tout le monde. Je vais traverser la rue, me pitcher de l'argent au problème, puis m'avoir un délicieux déjeuner avec du bacon. Ben, c'est ça. Ça, c'est un exemple. Fait que ceux qui disent qu'on ne dépense jamais une scène, là, ça, là, c'est un mythe. C'est pas vrai. La très grande majorité des gens, l'argent qui sauve d'un camping, le dépensent ailleurs. Regardez juste l'essor de Terrego. C'est malade. Euh, C'était quoi l'autre affaire? Harvest Host. Il y a bien des gens qui font là-dedans. Je veux dire, ça n'aurait pas marché, là. Ça ne tirerait pas de bout. Mais non, les gens vont à ces endroits-là parce qu'ils veulent dépenser sur des terres de fermiers ou d'agriculteurs. Ou je pense qu'il y a même des microbrasseries aussi qui offrent ce service-là. Tu sais, quand on va quelque part, ben, on dépense de l'argent, mais sur d'autres choses. Tandis que le camping, c'est une business dans une ville. Puis là, des fois, on y va. Si le camping offre quelque chose d'intéressant, on va y aller. Il y a un exemple de genévrier qui roule l'hiver. L'hiver, oubliez ça, là, ceux qui me demandent là, hey, quelle grosseur d'écoflux ça me prend pour mettre une chauffette électrique dans ma vanne l'hiver? Oublie ça. Si tu dépenses bien de l'argent, tu vas peut-être en avoir pour 3 heures de ta chaufferette. L'hiver, on a besoin de se chauffer, ça nous prend du courant. Le camping peut l'offrir. On va y aller. Ça me tente de sortir nos vannes la fin de semaine en plein hiver. Il y en a qui le font. Tu sais, l'association Van Life Québec a un rassemblement au mois de février quand il fait comme moins 25. Je pense que l'année dernière, il y a eu comme au-dessus de 100 personnes qui sont pointées. C'est fou, là. Même moi, j'y vais pas. Ça fait trop frais. Alors, la Van Life, c'est une communauté. On est des milliers. On ne pense pas toute la même affaire. C'est comme une grosse famille. Tu sais, on ne sera pas tout le temps d'accord. Il y en a qui ont des idées différentes. C'est bien correct. C'est correct aussi qu'il y ait des différents. On ne peut pas tous s'entendre. On a une chose en commun, on a la van life. Ça, on se comprend à ce niveau-là. On est des nomades, que ce soit à temps plein ou à temps partiel. On ne peut pas être d'accord sur tout. Euh, mais on se tient pareil, comme on a pu le voir la semaine dernière. Alors, si votre intention est de vous embarquer dans Van Life pour en tirer profit, juste pour le besoin de tirer profit, je pense que vous allez vous rendre compte bien vite que ça ne marche pas de même. C'est du donnant-donnant dans cette communauté-là. Très fier d'en faire partie. J'ai rencontré un paquet de monde. Écoute, quand tu es nomade, tout le monde de la communauté, c'est ton voisin. Puis des fois, on va se rencontrer à Trois-Rivières, puis des fois, on va se rencontrer à sa côte nord.
mais on est toujours voisins, que ce soit sur la route ou dans des rassemblements. Alors, si vous êtes nouveau dans la communauté, bienvenue à bord. Et si ça vous tente de vous joindre, ben, soyez rassurés que c'est quand même une communauté très ouverte. Même si de l'extérieur, parfois, ça peut sembler être fermé, ben, ça dépend de tes intentions. Parce que c'est une communauté qui pense à l'ensemble. Oui, il va toujours en avoir des bougons. On va se battre tant qu'on voudra. Il va toujours en avoir. Mais la grande majorité des gens sont des gens responsables. On se tient, puis on a de la lutte. En gros, c'est ça. Hey, n'oubliez pas, nous sommes Légion. Au prochain. Bye. Je veux donner un petit mot d'encouragement aux gens qui se retrouvent à vivre dans leur véhicule, que ce n'est pas par choix. J'ai souvent de vos commentaires, même de vos messages, et j'aimerais tellement faire plus pour vous autres. Euh, Tout ce que je vais faire pour tout de suite, là, c'est de vous dire de lâchez pas, que éventuellement votre situation va probablement se tasser. En tout cas, je vous l'espère. Puis si vous pensez que vous allez être dans votre char cet hiver, commencez à vous préparer tout de suite. Attendez pas. Ceux qui se retrouvent dans leur véhicule pour la première fois, puis qui s'enlignent pour être dedans pour cet hiver, préparez votre hiver maintenant. C'est le temps là.